Hey, salut, comment ça va? Moi, ces derniers jours, j'ai essayé pas mal d'applications de productivité différentes et il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Comme vous le savez peut-être, je suis designer, je suis étudiant en alternance, durant ma carrière jusqu'à présent, j'ai déjà eu le temps d'essayer pas mal de logiciels de productivité différents. Entre les projets d'école qui nous imposent certains logiciels, entre les projets d'entreprise qui nous imposent d'autres logiciels, entre les projets de groupe que j'ai en side project avec des amis qui me demandent d'utiliser aussi d'autres logiciels pour encore d'autres besoins, et puis ensuite mes logiciels personnels que j'utilise pour moi-même pour m'organiser, ça en fait un paquet. Si vous êtes nouveau d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je continuerai de vous documenter tout mon process de création du SaaS de productivité dont je vais vous parler. Ok, j'ai mis 15 minutes tout à l'heure à vous expliquer tous les logiciels, c'est beaucoup trop long. Du coup, je suis parti me balader et on va faire ça beaucoup plus simple. J'ai rangé mon benchmark dans plusieurs grandes catégories. La première, c'est la catégorie de prise de notes. La deuxième, c'est la catégorie de gestion de fichiers. Et la troisième, c'est la catégorie de gestion de tâches, de temps, d'organisation, de timing, etc. Alors parmi la liste, il y en a qui font partie de plusieurs catégories, mais je les ai un peu classés dans la catégorie pour lesquelles on les connaît le mieux. Dans la première catégorie, donc les logiciels de prise de notes, j'ai une première sous-catégorie que j'ai nommée les systèmes de création d'interface et de dashboard. Donc c'est plutôt des choses qui conviennent au profil architecte et qui permet globalement de créer son interface pour gérer des bases de données. Le premier dans tout ça, le plus connu, c'est Notion évidemment. Après, on a des copies, des choses qui y ressemblent, dont l'UX et l'UI changent un petit peu, comme AnyType ou Capacities. Globalement, ça permet de prendre des notes, créer des to-do, des listes de tâches, gérer des projets, gérer des calendriers, gérer des timings, mettre quelques fichiers attachés et de lier ça avec son équipe, différentes équipes, différentes personnes. Ce genre de logiciel, l'avantage, c'est qu'on peut créer l'interface qu'on veut, comme on veut. Le problème, c'est que du coup, comme c'est très personnalisable, c'est très compliqué à prendre en main. Souvent, c'est un bordel monstre si on n'est pas discipliné à organiser correctement la chose. Donc c'est bien, ça permet de faire plein de trucs, mais du coup, ça rend la chose compliquée à prendre en main. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est les systèmes de prise de notes et de connexion d'idées. À la différence de la première, ici, c'est des logiciels qui sont plus adaptés aux profils qui sont dits jardiniers, que moi je préfère appeler explorateurs en français, qui sont donc des gens un peu plus chaotiques, qui ont besoin d'avoir une sorte de bordel organisé. Vous savez, les gens qui, sur leur bureau, peut-être vous en faites partie, ont besoin d'avoir des choses, des tas de choses à faire, qui les regroupent, mais qui visuellement, ça reste un brouhaha un peu nul. Mais pour eux, c'est facile à retrouver. Ces gens-là auront tendance à aller vers des logiciels comme Obsidian ou même Acreum, un autre logiciel que j'ai trouvé que je connaissais pas. En gros, ça permet de prendre des notes un peu dans le bazar et puis après de connecter entre elles les idées qui font sens. Ça permet d'explorer, de connecter des idées et de produire quelque chose de nouveau, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que ça permet juste de prendre des notes et pas d'organiser des projets. Et ça permet pas non plus de ranger ses fichiers, par exemple. Alors la différence entre Obsidian et Acreum, encore une fois, c'est des petites variantes du X, du UI, donc de parcours utilisateur, de petites gestions de clics, d'interface qui changent un petit peu, mais globalement la proposition de valeur est à peu près la même. Ensuite, on a une troisième sous-catégorie que j'ai appelée le système de rangement d'informations. C'est ce qui est plutôt associé à un profil plutôt bibliothécaire ou documentaliste. C'est des personnes qui vont avoir besoin de stocker énormément d'informations provenant d'articles, de livres, de vidéos YouTube, de podcasts, et qui veulent avoir une sorte de bibliothèque où tout est bien rangé et ils peuvent retrouver facilement dans des arborescences de fichiers ou des tags leurs notes. Pour ça, moi j'ai longtemps utilisé OneNote, ça m'a permis de prendre mes cours de manière manuscrite ou même taper au clavier. C'est ça qui est cool avec OneNote. Sinon, une autre appli très connue aussi que je n'ai jamais testé personnellement, c'est Evernote. Ça permet de prendre des notes, de mettre des PDF et de classer tout ça très bien. Je vois qu'aujourd'hui, ça permet aussi de faire du calendrier et des to-do. Globalement, tous les logiciels se rejoignent un peu à force et tendent vers tout faire, mais chacun a sa force et c'est comme ça que je les trie. On a aussi AmpleNote qui permet de prendre des notes comme ça et de très bien gérer les to-do avec un calendrier, donc d'aller placer, une fois qu'on a créé une tâche, d'aller la placer sur notre calendrier
et de le lier avec des notes, j'imagine. Je l'ai pas testé, mais ça va plutôt dans cette catégorie-là aussi. Et la dernière catégorie de système de capture de notes, c'est le système de capture de notes rapide. En fait, tous les autres logiciels, la problématique, c'est que souvent, avant même de pouvoir écrire sa note, il faut savoir où est-ce qu'on veut l'écrire. Et moi, des fois, j'ai juste besoin de capturer une idée et je sais pas encore où est-ce qu'elle va aller. Je sais pas encore de quoi vraiment je vais parler, je sais pas où ça part, donc je sais pas dans quel dossier aller la mettre. Et c'est là que interviennent les applis comme Apple Notes, Google Keep Notes, Simple Notes, qui sont juste des applis qui permettent d'écrire des notes, créer une nouvelle note, écrire, et voilà, fini. Maximum rajouter des tags pour les relier entre elles. Mais du coup, c'est pas très personnalisable, c'est pas très poussé, on peut pas en faire grand chose. Et une fois qu'elles sont dans cette application-là, on peut pas les mettre ailleurs, donc c'est pas très exploitable. Et un peu dans la même veine, mais du coup, écrit, manuscrit, on a Notability et GoodNote qui sont des applications qui permettent d'écrire comme ça à la main, un peu comme sur du papier. Ça, c'est pratique parce que ça permet d'organiser visuellement nos idées et d'écrire un peu comme sur papier. Donc pour prendre des cours, par exemple, c'est plutôt pertinent. Maintenant, même problème que les applis que dont je viens de parler juste avant, c'est un peu bloqué dans l'application et après on peut pas en faire grand chose et les connecter avec un autre système. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, un peu dans le style de la prise de notes aussi, que j'ai appelé les catégories de brainstorming. Il y en a deux, il y a les systèmes de whiteboard et de Canva et les systèmes de mind map. Alors les systèmes de whiteboard et de Canva, c'est les logiciels comme FigJam, Miro. C'est un peu comme un tableau blanc. On peut écrire tout ce qu'on veut, des post-it et tout. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt pertinent parce que en fait, il y a une loi du X qui dit qu'on a tendance à préférer naturellement les workflows qui ressemblent à l'état naturel. C'est-à-dire qu'un tableau blanc, même s'il est digital, ça nous renvoie directement au tableau blanc qu'on avait à l'école et c'est très très simple de comprendre que si tu écris quelque chose là, il va rester là. Ou en tout cas, tu peux organiser visuellement, tu peux le redéplacer et tout. Donc c'est un tableau blanc amélioré par le digital, donc la possibilité d'effacer, de copier-coller, de déplacer les choses déjà écrites. Ensuite, un peu dans la même veine, on a Excalibro, que je connais un peu moins. Je sais que c'est open source, donc ça m'intéresse pour potentiellement développer Structo. Ensuite, on a Milanote, qui est plutôt une application de mood board qui permet de bien visualiser des ressources graphiques. Mais encore une fois, la value proposition, je sais pas si elle est vraiment si différente et si ça apporte vraiment quelque chose par rapport à un FigJam ou un Miro. Ok, c'est peut-être un petit peu plus joli niveau UI. Peut-être que l'UX varie un petit peu, mais franchement, rajouter encore un logiciel dans sa stack, je sais pas si ça vaut le coup. Et ensuite, il y a tout un game du système de mind map. Je sais que les créatifs ont tendance à bien aimer visualiser leurs notes, donc au même titre que les whiteboards, c'est pour ça que c'est la même catégorie de brainstorming. Les mind maps, moi je m'en sers pas personnellement, mais j'ai quand même trouvé MindNode, qui est une application de mind map assez intéressante. Là, sur l'exemple que j'en ai, je vois qu'il est possible de créer des to-do lists rangé en mind map et j'avais jamais vu ça ailleurs. C'est intéressant en vrai parce que je suis sûr que ça peut être pertinent pour certains types de personnes. Et après il y en a d'autres comme Whimsical et Chatmind. C'est juste une appli de mind map très très bien faite où c'est stocké en ligne, donc on est sûr de pas perdre nos données. Et Chatmind, c'est agrémenté d'une IA qui permet de générer des mind maps. Ok, les mind maps pourquoi pas, mais finalement à quoi ça sert quand on a déjà un whiteboard, puisque sur un whiteboard on peut faire des mind maps. Ou en tout cas, il serait pas dur, je pense, d'intégrer un système de mind map très très propre à un système de whiteboarding. Donc, pourquoi se faire chier à avoir plusieurs logiciels différents? Et là, vous commencez à comprendre. Je vous ai déjà cité pas mal de logiciels différents, rien que dans la catégorie prise de notes et brainstorming qui marchent plus ou moins ensemble. Donc vous imaginez déjà si je veux prendre des notes rapides et les capturer à la volée depuis mon téléphone ou n'importe où, je vais utiliser une application de QuickNote. Ensuite, si je veux les organiser, je vais utiliser un truc comme Obsidian pour connecter les idées entre elles. Ensuite, si je veux stocker des ressources qui viennent d'ailleurs, des articles, des podcasts, des vidéos YouTube, je vais utiliser encore une autre application. Si je veux organiser mon temps, partager mes données avec quelqu'un d'autre dans des databases bien rangés, je vais utiliser encore un autre logiciel. Et finalement, si je veux brainstormer avec d'autres gens ou tout seul, de manière libre et infinie sur un whiteboard, je vais encore devoir utiliser un autre logiciel. Donc ça fait déjà 4 ou 5 logiciels différents rien que pour capturer des idées. Et là, on rentre dans la deuxième catégorie qui est stocker les idées et les fichiers. Donc évidemment, toutes ces applications dont j'ai parlé avant permettent de stocker les idées, mais souvent on a des fichiers associés à ces idées.
Par exemple, moi quand je crée une vidéo, j'ai les idées et après j'ai les fichiers de tournage, j'ai tout ce qui va avec. Et ça c'est encore sur un autre logiciel. Et forcément souvent c'est le Finder ou l'explorateur de fichiers, suivant si vous êtes sur Windows ou Mac. Et il existe quelques petits logiciels qui permettent d'améliorer un peu le Finder, parce que le Finder c'est vraiment exécrable. Ça fait 6 mois que je suis sur Mac. Je regrette tellement l'explorateur de fichiers de Windows. Et donc j'ai trouvé quelques logiciels comme un qui s'appelle Files, qui est fait pour améliorer un petit peu l'explorateur de fichiers de Windows. Et aussi l'application Eagle, qui elle je crois n'est dispo que sur Mac, et qui permet en gros de mieux visualiser ces fichiers, de créer des liens quand on veut le fichier à 2 endroits différents, pour ne pas avoir à le dupliquer. Ça c'est vraiment une feature intéressante. Mais en gros tout ça pour dire que peu importe lequel vous utilisez, vous êtes obligé d'utiliser encore une fenêtre de plus, une application de plus. Et souvent dans les logiciels de productivité, on a une dernière catégorie. On peut encore discuter longtemps de combien de catégories il y a, et peut-être qu'il y a plusieurs catégories dans cette catégorie, mais qui est la gestion du temps et des tâches à faire. Là aujourd'hui pour le moment j'ai repéré 2 systèmes, les systèmes de to-do, donc les to-do list tout bêtement. Il y a Todoist, TickTick. Moi j'utilise personnellement Google Task parce que c'est relié à mon Google Calendar et que c'est simple. Et que Google, ça marche bien, j'ai un Google Pixel Phone et donc c'est cool. Mais voilà, il y en a plein qui existent aussi. Et après, il y a des systèmes de daily planner qui font directement calendrier et to-do list. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ample Note qui fait ça, alors que techniquement, c'est un logiciel de prise de notes. Alors celui-là peut aller dans plusieurs catégories. Mais on a aussi Routine, Akiflow, qui sont des logiciels que j'ai jamais utilisés, qui ont l'air bien foutus, qui permettent en gros de noter des tâches à faire et de les placer sur notre calendrier et d'avoir des notifications de quand il faut faire les choses, et ça nous suggère de comment organiser notre temps, etc. Donc voilà, au total pour être organisé, je sais pas, il vous faut peut-être entre 5 et 10 applications différentes. Ça fait beaucoup. Sachant que là, j'ai pas parlé des applications de messagerie, j'ai pas parlé des applications d'IA, j'ai pas parlé des applications d'automatisation. Donc là, je suis pas allé dans tous ces trucs-là, je suis resté dans la gestion de ressources. Donc que ce soit des fichiers, des notes, des équipes, du temps. Pour classer ces applications, je l'ai fait selon mon impression personnelle, mon expérience personnelle, mais aussi avec ce qu'en disent les gens sur internet. Et je suis tombé sur des gars qui sont déjà passionnés d'organisation et de classification d'applications depuis déjà bien longtemps, et qui ont fait ce travail-là pour me faire gagner du temps, sans doute. Notamment un Américain qui s'appelle Thiago Forte, qui fait du contenu très pertinent sur la productivité. Je suis tombé sur une vidéo à lui qui classe des applications selon 3 types de personnes: les architectes, les jardiniers, ou explorateurs, moi je préfère appeler comme ça, et les libraires, les documentalistes. Donc c'est les catégories que je vous ai représentées pour classer les différentes applis de notes. Et en lisant les commentaires de cette vidéo, je tombe sur quelqu'un qui dit quelque chose d'hyper pertinent, du style c'est bien intéressant, mais moi je me retrouve dans aucune de ces catégories. Je pense plutôt que c'est une histoire d'étapes par lesquelles on passe lorsque l'on crée quelque chose. Le documentaliste serait l'étape 1, l'étape de collecter des infos. L'architecte serait l'étape 2, l'étape d'organiser les infos. Et le gardener, ou le jardinier, enfin l'explorateur, c'est celui qui digère et qui connecte les infos entre elles pour produire. Et en fait, j'ai trouvé ce commentaire si pertinent. C'est déjà ce que j'avais noté il y a longtemps dans une note, justement. C'est un peu une mise en abîme. De quel est le process de la créativité? C'est d'abord collecter des infos, les stocker, les organiser et pouvoir les retrouver, et ensuite les connecter entre elles pour pouvoir s'en servir. Et c'est là que j'ai compris que la faille de tout ce marché des logiciels, c'est qu'il n'y a rien qui fait tout. Pour créer, il faut forcément passer par ces 3 étapes. Forcément. Vous pouvez pas en sauter une. Et comme il y a des logiciels qui font au maximum 2 de ces étapes, mais pas plus, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs logiciels. Et pourvu que ce soit multiplié par le nombre de projets que vous avez, parce que vous travaillez avec des gens différents ou dans des environnements différents, on passe d'un logiciel à l'autre tout le temps. La dispersion des ressources entre différents supports et applications complique la créativité. Le context switching, ou changement fréquent de tâches, entraîne une perte de concentration, une baisse de productivité, une fatigue mentale accrue, un risque d'erreur plus élevé et une diminution de la concentration profonde nécessaire à un travail efficace. Après chaque changement d'application, il faut environ 9 minutes pour se recentrer sur une tâche. Et c'est 9 minutes durant lesquelles on a des chances de se déconcentrer totalement, et c'est alors 23 minutes qu'il va nous falloir pour revenir à la mission initiale. La perte de productivité est estimée à 450 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Là, je touche un problème dur.
La quête de tous ces logiciels, c'est de nous rendre plus productifs. Et le paradoxe, c'est que ça tue notre productivité par le nombre qu'il en existe. Mon but du coup avec Structo, c'est de créer un agent IA qui centralise le processus créatif. Ce processus donc, c'est 3 étapes: capturer, stocker et connecter des ressources et des informations. Capturer donc, ce serait une idée soudaine, une réunion, une tâche pour plus tard, une inspiration sur Internet, grâce à un raccourci clavier ou un widget sur téléphone. N'importe où, n'importe quand, rapidement, on peut capturer une information, une idée, quelque chose à faire pour plus tard, et on s'en fout pour le moment d'où on le range. La première étape, c'est de vite capturer l'idée. Ensuite, stocker. À ce moment-là, l'IA peut nous aider, À toutes les étapes, l'IA va nous aider, c'est ça l'idée. Ça aurait donc la structure d'un explorateur de fichiers, couplé à la liberté d'un tableau blanc, permettant d'organiser notes, fichiers, temps et équipe. Et la dernière étape, c'est connecter. Peut-être que l'idée que vous avez eue il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 5 ans, pourrait vous servir aujourd'hui à la création d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Et si c'est rangé dans une base de données où une IA peut aller chercher, et qu'il nous suffit d'aller interroger l'IA pour connecter toutes ces idées entre elles, entre celles qu'on a aujourd'hui, celles qu'on a eues un peu plus tard, on peut créer une sorte de mémoire alimentée par IA qui nous permet d'être plus productifs à partir de tout ce qu'on a déjà fait. Et évidemment, le but, l'enjeu, ça va être de protéger toutes ces données. Je suis en train de voir avec un ami dans la tech à quel point on peut rendre tout ça propriétaire, à quel point on peut sécuriser tout ça. Et du coup, j'ai écrit Structo. Il est facile d'être créatif. Mon but, c'est vraiment d'apporter cette plus-value à l'utilisateur, d'être plus efficace dans sa créativité et de lui faire ressentir de la simplicité d'esprit. Plus besoin de se demander sur quelle application aller écrire cette idée. Plus besoin de savoir si après il va falloir y associer le fichier en question. Le but, c'est que tout soit au même endroit dans une seule arborescence et où un seul système de connexion de tags bien simple avec une barre de recherche qu'on peut retrouver facilement grâce à l'IA. Structo rend la créativité facile. C'est un gestionnaire d'idées qui diminue le context switching en centralisant sur un logiciel les 3 étapes du processus créatif: capturer, stocker et connecter des ressources pour créer. Chaque jour on avance, je me suis peut-être un peu répété par rapport à la dernière vidéo, mais c'est important de clarifier tout hyper précisément. En fait, je vous le fais parce que je vous montre chaque étape de mon processus créatif et de mon processus entrepreneurial surtout. Si ça passe par répéter des pitchs, les arranger un tout petit peu, itérer, c'est ça la création en fait, c'est faire, puis refaire un tout petit peu mieux, puis arranger encore un peu. Et en ce moment, je suis là-dedans et je vous le partage tel quel. À travers mon analyse, j'espère que vous aurez peut-être pu prendre conscience de vos comportements de productivité, peut-être aussi trouver d'autres logiciels que Structo durant mon benchmark qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas, c'est fait pour aussi. La vidéo après tout s'appelle « J'ai essayé je ne sais plus combien de logiciels de productivité ». En tout cas, si vous êtes créatif ou en tout cas que vous gérez des projets, que vous aimez créer des projets et que vous sentez le potentiel de mon logiciel et que vous avez envie de voir comment ça se développe, abonnez-vous à cette chaîne, je vais continuer de le documenter, il se passe quelque chose d'incroyable, j'adore ce que je suis en train de faire. Dites-moi en commentaire quelle est pour vous la fonctionnalité de Structo potentielle la plus importante, ou qu'est-ce qui vous, sur vos logiciels, vous paraît être le plus important que vous utilisez tous les jours. En fait, j'ai vraiment besoin de comprendre les usages de chacun d'entre nous. Laissez-moi un commentaire, allez-y, ouvrez votre barre de commentaires et écrivez quelque chose. N'importe quoi, ça m'aidera. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut!